la Terre autour de son axe, le lever du soleil, le coucher du soleil, que nous évaluons la durée de notre vie, des événements. De plus, nous arrive-t-il de nous livrer à un travail absorbant et de soustraire ainsi à notre attention les divers changements qui se passent autour de nous ou dans l'intérieur de notre être? La notion du temps nous échappe complètement. Ça, c'est un constat psychologique. La notion du temps nous échappe complètement. Mais le temps, lui, il continue quand même si on a on libère la notion du temps. Au moment où nous nous ressaisissons, nous sommes incapables d'apprécier même d'une manière approximative la durée du temps écoulé, en moins que notre mémoire se retrace les actes successifs et qui ont occupé cet espace de temps. Voilà. Donc on va se rendre compte de la durée de la quantité d'un certain temps en se concentrant, en recherchant les actes successifs. Les actes successifs nous rendent capables de mesurer à plus ou moins le temps qui s'est écoulé si nous étions distraits pendant une activité absorbante. D'ailleurs, quoi que de plus familier que de se représenter le temps sous l'image d'une ligne qui s'étend indéfiniment dans le passé, s'accroît sans cesse par l'écoulement continu d'un instant présent, d'un instable, un instable présent, parce qu'instable, ça veut dire le présent change tout le temps. Hein. La seconde qui est présente, et la seconde après, elle est passée, etc. Et se prolonge sans fin dans l'avenir. Donc, indéfiniment dans le passé, ça veut dire on ne sait pas exactement à quelle seconde le temps a commencé de démarrer. Le temps a commencé avec le mouvement de quelque chose. Pas avec Dieu, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mouvement au sens strict. En Dieu, il y a de la vie, la Sainte Trinité, mais pas de mouvement, dans ce sens que dans Dieu, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Alors, donc le temps a commencé avec la création. Mais nous ne savons pas exactement sur la seconde, quand la minute, l'heure, et c'est déjà longtemps, n'est-ce pas, que la création existe. Et dans l'avenir, oui, dans l'avenir, elle est éternelle. Hein. La terre va être purifiée par du feu, mais elle ne va pas disparaître. Il y aura un renouvellement de la terre et du ciel. C'est-à-dire, elle sera purifiée du péché et des pécheurs et des démons. Mais en soi, Dieu a décidé qu'elle va exister dans l'éternité. Hein. Et aussi longtemps qu'il y a de la matière, il y a de mouvement, il y a de mouvement, il y a du temps. Donc le temps va s'écouler effectivement dans l'infini. À quelles conditions le mouvement nous suggère-t-il l'idée du temps? Voilà. Puisque le temps est lié au mouvement, alors c'est normal que le mouvement va engager l'idée de temps. Le mouvement proprement dit, motus, a un double caractère. Il est d'abord l'actuation d'un être perfectible, voilà, et c'est pour ça qu'il n'est pas lié à Dieu, qui est pas perfectible, parce qu'il est perfection infinie. Donc l'actuation d'un être perfectible, et puis iketnung, ça veut dire ici et maintenant, tend à un perfectionnement ultérieur. Donc on part de l'optimisme que le changement, c'est une amélioration. Parce qu'on peut aussi devenir pire malheureusement. Mais on prend maintenant un exemple optimiste.
Donc, le mouvement est d'abord, hein, un premier mouvement qui est le plus noble, c'est quelque chose qui devient mieux. Donc, l'activation d'un être perfectible. Donc, il est perfectible, il est en possibilité de se parfaire, de devenir plus parfait, et cette perfection est actualisée. C'est un mouvement de l'imparfait vers le parfait. Donc, l'activation d'un être perfectible qui, ici et maintenant, et donc, c'est du latin pour ici et maintenant, tend à une perfection, un perfectionnement ultérieur. Tend. Parce que toute chose tend à sa perfection. C'est encore prouvé par la philosophie. On verra ça plus tard. Maintenant, on le prend pour voilà, pour une thèse, disons. Voilà. C'est un acte affecté d'une double relation. Relation avec la puissance qu'il perfectionne. Donc la chose est en puissance d'être perfectionnée. Relation avec un acte ultérieur par lequel il est actuellement complété ou même remplacé. Voilà. Donc ce mouvement, tout mouvement est d'abord une activation d'un être perfectible avec une double relation. Le mouvement a une relation avec ce qui doit être parfait, ou être plus parfait. Ce mouvement, c'est une perfection, rendre plus parfait. Et bien sûr, il est aussi en relation avec cette perfection elle-même, parce qu'elle la rend présente, elle l'actualise. Donc c'est le mouvement d'un point à l'autre, d'un point d'imperfection à un point plus parfait de la chose, de la même chose. Aussi, ainsi entendu, le mouvement est un acheminement ininterrompu. Donc il n'y a pas besoin d'interruption. Interruption, c'est ainsi entendu, c'est quelque chose qui va continuer, interrompu. Donc il a le caractère d'unité propre à toute quantité continue, successive ou permanente. Une unité. Donc c'est un temps. Donc c'est un temps qu'on peut compter, qu'on peut considérer pour une chose et qu'elle se fait d'un état moins parfait dans un état plus parfait. C'est un temps. On dit ça arrive dans une heure, qu'un papillon, pardon, qu'une chenille vient à un papillon, que voilà, une avalanche se déclenche et se développe, etc. C'est pas tellement une perfection, mais enfin, disons un mouvement qui perfectionne, c'est quoi? Par exemple, voilà, la euh, l'écoulement, par exemple, d'une rivière, l'eau d'une rivière qui coule de la source en bas, voilà, c'est un mouvement. Et parce qu'à la fonte des neiges, voilà, il y a un certain mouvement qui se met en marche. Plus que dans l'hiver, c'est gelé, et dans le printemps, ça se met en marche et ça commence à arroser, ça donne la vie, etc. Il y a des milliers, sinon des millions de mouvements possibles. Donc, d'unité. Sous cet aspect, il ne s'identifie pas avec le temps et n'en suggère même pas l'idée. Euh, donc le mouvement, c'est un mouvement. Mais il ne s'identifie pas avec le temps. Parce que cette affaire pourrait, ça dure un certain temps,
mais elle pourrait être faite un autre temps. Par exemple, quoi encore que je pourrais vous donner comme exemple? Voilà, un mouvement, par exemple, une personne qui se déplace en voiture, c'est tout simple. Eh bien, ce déplacement en voiture, par exemple de Paris à Marseille, c'est pas lié à un temps. Ça se fait pratiquement dans un temps, mais c'est pas lié à un temps. C'est pas lié. On pourrait aller de Paris à Marseille à tout temps, en tout temps. Donc le mouvement, on peut le considérer en tant que mouvement, comme un acheminement ininterrompu, comme une unité propre qui a une quantité continue, successive et permanente. Un mouvement, mais qui dure certainement un certain temps, mais qui n'est pas lié à un certain temps en principe. En pratique, oui, il va se dérouler un certain temps, mais pas en principe. Il ne dépend pas d'un temps. Et dans ce sens-là, il ne s'identifie pas avec le temps. Il n'y a pas d'identité. Ce mouvement n'est pas lié intrinsèquement avec ce temps-là. Par exemple, si quelqu'un passe de Paris à, à Marseille, eh bien, pratiquement, il va dans ce temps-là, mais c'est pas lié intrinsèquement. Il pourrait décider de partir une heure plus tard. Il s'identifie pas. Il n'y a pas d'identité, donc relation interne, intrinsèque de ce mouvement avec ce temps-là. Et n'en suggère même pas l'idée de ce temps-là, d'un temps fixe, concret. En fait, nous le disions tantôt, il nous est impossible de remarquer l'écoulement du temps lorsqu'une étude trop absorbante nous empêche de saisir les phases diverses qui fractionnent réellement son apparente unité. Mais ça, c'est encore le côté subjectif. Voilà. Le côté subjectif, parce qu'il s'agit de quoi? Eh bien, de quelque chose de subjectif. C'est-à-dire, quelle condition le mouvement nous suggère-t-il l'idée du temps? Donc, il s'agit de la suggestion de l'idée du temps. C'est pour ça qu'on parle ici du côté subjectif. Donc, mais le mouvement revêt un autre caractère non moins essentiel. Donc, cet essentiel là, c'est qu'on vient de voir, c'est un acheminement ininterrompu. Il a le caractère d'unité propre à toute quantité continue, successive et permanente. Donc, c'est un mouvement. D'aller à Paris, à Marseille, c'est un voyage, même si on s'arrête en cours de route. Mais c'est quand même un voyage qu'on a fait, un mouvement. Alors, bien qu'il ne consiste pas en une collection de parties actuellement distinctes les unes des autres, il n'en est pas moins, à titre de quantité continue, le fondement de la quantité discrète ou du nombre. Donc le mouvement n'est pas une collection de parties actuellement distinctes. D'aller de Paris à Marseille, on ne va pas s'arrêter à chaque centimètre ou à chaque mètre qu'on fait. Donc ce n'est pas des parties actuellement distinctes. C'est quelque chose de continu. On passe dans la voiture et puis que la voiture roule, elle roule. On ne va pas faire un mètre, ensuite encore un mètre, etc. Donc ce n'est pas des parties actuellement distinctes. Pas actuellement, donc pas actualisées. On peut les considérer qu'on a fait autant de mètres, mais on ne va pas les parcourir actuellement euh, les uns après les autres. Il n'en est pas moins à titre de quantité continue, donc le mouvement, à titre de quantité continue, il est le fondement de la quantité discrète ou du nombre. Donc le Paris de Marseille, c'est quand même X quantité de mètres, de kilomètres.
Donc ce mouvement est quand même le fondement de la quantité discrète du nombre. Même si on ne va pas parcourir mètre par mètre, ça va être quelque chose de continu, eh bien on peut quand même dire autant de mètres, autant de kilomètres, hein, quantité discrète de nombre. Donc il est virtuellement multiple, mais pas actuellement. Donc virtuellement est contre-distingué à actuellement. Donc on a ici et contre-distingué à virtuellement. Virtuellement. Multiple. Virtuellement, il est multiple. Oui, virtuellement, le mouvement d'aller de Paris à Marseille, c'est virtuellement autant de mètres, autant de kilomètres. Je sais pas, 1000, etc. kilomètres. Donc ce sont 1000 kilomètres. Donc il y a 1000 kilomètres multiples sont, et virtuellement, ça veut dire qu'on peut considérer chaque kilomètre à part. Mais seulement dans notre idée. Actuellement, réellement, on ne va pas aller, comme je dis, 1 kilomètre, puis on s'arrête, puis on va faire 1 kilomètre, on s'arrête. Donc actuellement, on ne va pas faire ça comme ça. Mais virtuellement, c'est multiple. En ce sens que par une simple désignation extrinsèque, on peut y délimiter une infinité de parties qui acquerront, sous le regard de l'intelligence, une vraie actualité. Une infinité, ça veut dire les kilomètres, 1000 kilomètres. On peut considérer combien de mètres. C'est 1 million je ne me trompe pas. Oui, 1 million de mètres dans un kilomètre, et on peut considérer des millimètres dans 1000 kilomètres, et puis voilà, etc., des fractions de millimètres. Donc dans des parties, une infinité de parties, hein, sous le regard de l'intelligence. Donc l'intelligence peut considérer encore des parties à l'infini, parce que on peut prendre une fraction de millimètre, une fraction, etc. Jusqu'à l'infini. Mais ça n'a pas de sens, mais c'est possible. Le mouvement, soumis à une simple division mentale, donc on va diviser dans notre pensée, devient alors un nombre ou une multitude. Voilà, autant de kilomètres. On va parler de 1100 kilomètres, je dis, enfin, je sais pas combien, peut-être c'est 1000 kilomètres, ou moins 950, je sais pas. À peu près, disons 1000 kilomètres, un nombre spécifique, 1000 kilomètres de Paris à Marseille. Un nombre ou une multitude. Non, je pense que c'est moins que 1000 kilomètres. Ça va être, je sais pas, 900 ou 800. Bon, tant pis. Donc, X, disons, je dis n'importe quoi, 850 kilomètres de Paris à Marseille. Ça dépend de quelle autoroute vous prenez, bien sûr. Vous pouvez aller à gauche du massif central ou à droite, il y a plusieurs possibilités. On prend la route du soleil. Mais les parties de cette multitude portent une marque spéciale. Elles sont perçues dans le mouvement dont tous les éléments constitutifs s'écoulent les uns après les autres, se lient entre eux par une relation d'antériorité et de postériorité, de passé et de futur. Voilà. Donc, dans le mouvement, tous les éléments constitutifs, donc tous les mètres, même les kilomètres ou les centimètres, les décimètres, les millimètres, tous les éléments constitutifs, s'écoulent comme de l'eau qui coule dans une rivière, s'écoulent l'une après l'autre, mais sont liés, bien sûr. Parce qu'après ce centimètre, il y a ce centimètre. Se lient entre eux par une relation d'antériorité et de postérité, parce qu'on va d'abord parcourir ce mètre-là, et puis un autre mètre, ou un autre kilomètre, un autre kilomètre, un autre kilomètre. Et à chaque fois qu'on parcourt un kilomètre, celui qu'on va aborder est l'avenir, et celui qu'on vient d'aborder est le passé. Donc vous voyez comment le mouvement insensiblement va se lier au temps, par le passé et le futur, par l'avant et le postérieur.
par l'antériorité et la postériorité. La relation d'antériorité et de postériorité, de passé et de futur. Voilà. Alors vous voyez comment on passe insensiblement du mouvement au temps. C'est lié. Ça rentre l'un rentre dans la définition de l'autre. Or, percevoir dans ce fond continu le mouvement réel, des parties qui se succèdent sans interruption et s'enchaînent suivant un rapport fixe et invariable, d'avant et d'après, c'est percevoir le temps. Vous voyez? C'est percevoir le temps. Voilà. Les parties du mouvement qui se succèdent sans interruption et s'enchaînent suivant un rapport fixe et invariable, d'avant et d'après, c'est percevoir le temps. L'avant et l'après, ça mène à la perception de temps. Alors il y a un texte de saint Thomas, les physiques, hein, livre 4e, lecture, donc leçon 17, texte de saint Thomas, qui dit cela en latin. Cum intelligimus extrema diversa alicuius medii, et anima dicat illa esse duo nunc, hoc prius illud posterius, quasi numerando prius et posterius in motu, tunc hoc dicimus esse tempus. Voilà. Quand nous comprenons les extrêmes diverses, donc différentes, les extrêmes de quelque chose qui est au milieu, donc quelque chose de milieu est au milieu de deux choses, donc on comprend les deux extrêmes, et que l'âme, donc l'intelligence, dit, et donc l'esprit, l'humain, l'intelligence, dit que l'intelligence, donc l'anima, l'intelligence humaine, l'âme humaine dit que ce sont deux maintenant, un qui est d'abord et un qui vient après, hoc prius laud potius, quasi comme si il est en train de numérer l'avant et l'après dans un mouvement, alors nous disons que c'est le temps. Voilà. C'est ça le temps. C'est ça que nous nommons le temps. Donc le numerus motus, le nombre de mouvements, ou le démembrement du mouvement, le nombre de mouvements, dont parle saint Thomas, ce sont donc les parties de la division opérées par l'intelligence dans le mouvement. Donc le mouvement, c'est dans la réalité, et il y a une perception dans l'intelligence. Ce sont donc les parties de la division du mouvement opérées par l'intelligence donc dans le mouvement. La division. La division qui va d'avant et après. Et avant, après, c'est déjà une notion de temps, parce qu'avant, c'est... Mais dans le mouvement, il y a quelque chose qui est avant et après. Parce que si vous allez à donc, certainement une ville est encore dans l'avenir, en face de vous, derrière vous. Voilà. Dans le mouvement même, il y a un avant et un après, et cet avant et après, ça fait, par le mouvement, pendant le mouvement, ça fait le temps. Ça fait le dénombrement du temps. Intéressant de voir ça, n'est-ce pas? On n'y pense pas, et c'est quand même très intéressant, parce que le temps pour nous est important, n'est-ce pas? Le temps pour nous, c'est un capital. C'est pour gagner le ciel. Dans le ciel, on n'aura plus le temps pour gagner le ciel, après la mort. Si seulement on arrive, on arrive au ciel. Donc,
Donc les deux noms décrivent des aspects lesquels se rattachent l'un à l'autre et se présentent au regard de l'esprit. Le terme motus est le manque ou la trame réelle et indivise qui se prête au fractionnement mental. Voilà. Le mouvement continue. Mais on fait un fractionnement dans l'esprit de ce mouvement continu. Donc, de Paris à Marseille, pour simplifier la chose, c'est un mouvement de voiture. Figurez-vous qu'on s'arrête pas. Et voilà, c'est un mouvement continu. Mais mentalement, on peut le fractionner. On peut le diviser en kilomètres, en mètres, en millimètres. Le temps se trouve ainsi constitué de deux éléments. L'un formel, le nombre, numerus, et l'autre matériel, le mouvement lui-même, le motus. Donc le temps, c'est ça, constitué de deux éléments. Le formel, c'est le nombre, et l'autre, c'est le mouvement. Voilà. Mais alors, quelle est la distinction entre le temps et le mouvement? Est-ce que c'est finalement pas deux aspects d'une même chose? Ou quoi? Alors, il y a de place entre ces deux notions que pour une distinction logique. Donc en réalité, c'est une réalité, ça fait une réalité qui, effectivement, en réalité, on dirait que ça peut être deux aspects d'une réalité. Et les deux notions, la logique, sont dans sa tête. Mais c'est quand même logique. Donc c'est quand même utile. C'est un instrument pour mieux comprendre. La logique, c'est un instrument pour mieux comprendre la réalité. La logique. En fait, le temps concret et le mouvement sont une seule et même réalité. Voilà. Ça c'est fort, n'est-ce pas, de dire des choses pareilles. Parce que nous, on n'aurait jamais l'idée de dire que le mouvement et le temps, c'est une seule et même réalité. Le temps concret et le mouvement sont une seule et même réalité. Mais si on a bien compris ce qu'on vient de dire là, euh, du prius et du posterius, du l'avant et l'après, alors on comprend qu'il s'agit effectivement d'une seule et même réalité. Mais dans notre tête, on va distinguer plusieurs choses. Sans doute, le mouvement continu, comme tel, ne nous apparaît pas d'emblée sous la formalité d'une durée temporelle. Ça, on a vu. On a vu, donc pas d'emblée. Il faut qu'il subisse un fractionnement mental qui mette en relief la succession, l'écoulement progressif de l'avant et de l'après. Puisqu'il est contenu le mouvement, pas d'emblée, il nous apparaît comme une durée temporelle. Parce que le temps, c'est toujours un nombre.
C'est un nombre. Et le nombre, c'est un fractionnement. Donc il faut qu'on fasse un travail de fractionnement mental qui mette en relief la succession, l'écoulement progressif. Donc on parle de mouvement de l'île de Paris à Marseille, et forcément, on va penser c'est quelle distance et c'est quel temps ça va prendre. Donc forcément, c'est ça qui définit ce voyage. C'est la distance et le temps. Hein. Voilà, les nombres. On va exprimer ça en nombres. Ces divisions c'est pas en réalité, n'est-ce pas? En réalité, on bouge sans même se rendre compte combien de mètres on vient de faire. Donc en réalité, ce n'est pas ainsi que ça se passe qu'on se rend compte à chaque fois de chaque millimètre et chaque mètre qu'on dépasse. Mais cette division n'est pas réelle. Elle est en fonction de la réalité. Elle nous fait comprendre mieux la réalité, mais elle n'est pas réelle en tant que telle comme elle est idée de notre tête. Elle est d'ordre intellectuel et ne modifie en rien l'entité objective du mouvement, qui est continu. Hein. Donc le mouvement en réalité est plutôt continu, et la perception du temps de ce mouvement est plutôt un fractionnement par lequel on comprend mieux quel est exactement ce mouvement. Donc la logique, comme on comprend la réalité, mais les mathématiques et la logique en tant que telle, c'est pas en tant que telle dans la réalité. La réalité est quand même légèrement différente, mais il nous fait comprendre la réalité. C'est ça, donc continu en acte et fractionné en puissance. Par quelle abstraction l'intelligence arrive-t-elle au concept universel de temps? Ah, donc le concept universel de temps. Le temps, c'est quoi ça? Eh bien, l'identification du temps réel avec le mouvement continu semble, à première vue, peu compatible avec notre conception ordinaire du temps. Voilà, parce que le mouvement, on vient de dire continu, il est continu, donc il est un, et le temps est plutôt, c'est une quantité, donc c'est pas un, mais c'est plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, etc. Alors, donc ça semble peu compatible avec notre conception ordinaire. Nous ne représentons la durée temporelle comme une durée unique, régulièrement successive, toujours la même dans son prolongement continu. Il existe au contraire une multitude de mouvements divers. Ce sont les mouvements rapides, lents, uniformes, variés, vibratoires, ondulatoires, etc. Donc il va maintenant distinguer dans la perception du temps. Pour nous, le temps, c'est toujours le même. Ça veut dire c'est tout la même seconde. Euh, où ça se passe? Ça passe au Congo ou en France ou au pôle Nord. Une seconde, c'est 2 secondes. Vous voyez, elle est toujours régulièrement, elle est unique. C'est toujours la même chose, la même seconde qui passe, même, c'est toujours le même temps. La seconde, c'est toujours le même temps. Une minute, c'est toujours le même temps, n'est-ce pas? C'est X, c'est 60 secondes, etc. L'heure, c'est toujours 1 heure, indépendant de quel mouvement il s'agit, où ça se passe et quand ça se passe. Dans ce sens-là, nous la représentons, la durée temporelle, comme une durée unique, toujours la même, c'est toujours la même, donc c'est toujours la même, régulièrement successif, hein, toujours la même dans son prolongement. Mais le mouvement est divers, par contre. Il n'y a pas un mouvement comme ça typique. Le mouvement peut être rapide, lent, uniforme, varié, vibratoire, ondulatoire.
toi, c'est... Voilà, donc, alors, donc, on se présente le temps et comment se présente le mouvement. Comment concilier les attributs contradictoires dans dans le concept d'une seule et même chose? Oui, parce qu'on vient de dire que le temps et le mouvement, c'est euh, le temps et le mouvement, c'est quelque chose. Et on vient de voir d'autre côté que nous représentons le temps d'une manière successive, donc unique, régulière, et nous percevons les mouvements avec une multitude diverse. Donc comment est-ce qu'on va coller cela, n'est-ce pas? Cette opposition de caractère, de temps et de mouvement, se justifie si l'on tient compte des nombreuses abstractions dont notre concept de temps est le résultat. Voilà. On va considérer les abstractions de concept de temps, qui va mener au concept de temps. D'abord, notre intelligence, en percevant dans le mouvement l'idée temporelle, on se rend compte qu'un mouvement se déroule toujours dans un temps. Il n'y a pas de mouvement en dehors d'un temps, n'est-ce pas? Même si c'est une fraction de seconde, c'est encore une fraction de seconde. Le mouvement, on le sait, peut être quantitatif, purement local ou qualitatif. Il peut avoir pour terme l'augmentation ou la diminution de la quantité. Le mouvement de l'action de neiger, c'est un mouvement, eh bien, ça augmente la quantité de neige sur Terre. Et l'action de la fonte, n'est-ce pas, ce mouvement, n'est-ce pas, du Soleil, c'est du mauvais exemple. Bon, la pluie aussi, c'est un mouvement de l'eau, un déplacement d'eau, n'est-ce pas? La pluie augmente l'eau sur Terre, et voilà, la diminution d'une quantité, c'est par exemple une digue. Quand on fait un trou dans une digue, il se fait un mouvement et qui diminue la quantité dans le réservoir de la digue, n'est-ce pas, de l'étang qui a été fait artificiellement par la digue. Or, la notion de temps s'applique avec la même rigueur à ces trois aspects de mouvement. Donc, quantitatif, local, qualitatif. Donc, le mouvement peut avoir comme terme l'augmentation ou la diminution de la quantité, ou un déplacement spatial. Quand je vais de Paris à Marseille, voilà, c'est un déplacement spatial, local, un mouvement local, ou un changement de qualité. Par exemple, maintenant, on est en train de qualité, ça veut dire on est en train d'apprendre, enregistrer des connaissances. Donc, on augmente la qualité de notre intelligence, de notre compréhension. Augmentation des qualités, par exemple, on allume la chaudière, donc la chaleur augmente. La chaleur, c'est une qualité, donc augmentation des qualités de chaleur. Voilà. Donc un mouvement peut avoir ces trois espèces donc trois espèces. Dans ces trois espèces, la notion de temps s'applique avec la même rigueur. Ça n'affecte pas le temps en tant que tel. Une seconde, c'est une seconde. Une minute, c'est une minute. Un.
n'importe pour quelle espèce de mouvement. Deuxièmement, c'est les modes spéciaux d'un mouvement déterminé. S'agit-il du mouvement local? Il est clair que la direction est la suite des directions du mouvement qui donnent naissance au mouvement ondulatoire, vibratoire ou autre sont absolument exclus de l'idée de temps. Voilà. Donc le concept de temps n'attache les modes spéciaux d'un mouvement déterminé, le mode. Donc dans le mouvement local peut être ondulé, vibratoire, ou etc. Alors ça non plus, ça n'affecte pas, n'a pas d'influence sur la notion de temps. Enfin, et soit donc troisièmement, enfin, dans la conception originelle du temps, l'intelligence fait même abstraction du mode d'après lequel se succèdent les parties du mouvement, mode qui le différencie en mouvement lent et rapide. Donc nous faisons même abstraction du mode, la manière d'après laquelle se succèdent les parties de ces trois espèces de mouvements. Le mode, par exemple, lentement ou rapidement. Et ça n'affecte non plus la conception originelle du temps. Si on, bien sûr, ça affecte la quantité de temps. Si on va lentement, on a besoin plus de temps qu'on va rapide. Mais encore, une seconde, c'est une seconde, une minute, c'est une minute, ça, donc, c'est toujours, voilà, la même minute, la même seconde, la même heure, une heure, c'est une heure, pour n'importe quel mouvement, ou mode de mouvement, espèce de mouvement, voilà. Nous en avons la preuve dans ce fait que l'idée de vitesse ou de lenteur implique l'idée d'un rapport entre le temps et l'espace parcouru. Vitesse. La vitesse et la lenteur, c'est un rapport entre le temps et l'espace parcouru. Autant de kilomètres par heure. Voilà. Kilomètre, c'est espace par heure, c'est le temps. Un mouvement est d'autant plus rapide qu'il parcourt un plus grand espace en un temps déterminé. L'idée de vitesse et l'idée contraire de lenteur ne deviennent donc intelligibles pour nous, donc compréhensibles, que si nous possédons déjà les deux idées d'espace et de temps. C'est nécessaire, sinon on ne comprend pas la vitesse. Dès lors, parce qu'on parle des kilomètres par heure, etc., donc il faut savoir ce qu'est un kilomètre et savoir ce qu'est une heure, pour savoir ce que c'est la vitesse. C'est évident. Dès lors, il est manifeste qu'elles ne peuvent être l'objet de la première conception de la durée temporelle. Voilà. Donc l'idée de vitesse et de lenteur ne peuvent être l'objet de la première conception de la durée temporelle. Voilà. Parce qu'elle vient après, justement. L'idée de vitesse vient après la conception de temps. Donc il faut avoir la conception de temps, avoir celle de vitesse. Donc pas celle de vitesse, avoir la conception du temps. C'est absurde. Parce que pour comprendre la vitesse, il faut déjà avoir compris ce que c'est le temps. Voilà. Donc encore, ça n'affectionne pas l'idée de temps.
Au terme de ces abstractions, donc on voit bien que le temps, il est abstrait de toutes ces espèces et variations de mouvement. Au terme de ces abstractions, que reste-t-il? Que reste-t-il dans le mouvement perçu qui puisse objectiver l'idée de temps? Donc, que reste-t-il alors dans le mouvement si plusieurs aspects du mouvement n'affectionnent pas l'idée de temps? Alors, qu'est-ce qui affectionne alors l'idée de temps dans le mouvement? La succession continue, le flux de parties dont les unes sont antérieures et les autres postérieures. Tel est l'objet du concept abstrait et universel, concept applicable à tout mouvement continu, quelle qu'en soit la nature, le mode de succession ou la qualité. Donc la seule chose dans le mouvement qui objective l'idée de temps, c'est la succession continue, le flux de parties dont les unes sont antérieures et autres postérieures. C'est ça le format. Et maintenant, on comprend pourquoi saint Thomas, n'est-ce pas, dans cette définition, au début, il n'a pas dit ça. Maintenant, on comprend mieux. On reprend la définition. Tempus est numerus motus secundum prius et posterius. Le temps est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Voilà. Selon l'avant et l'après. Et pas selon autre chose. Pas selon autre chose que l'avant et l'après. Voilà, on en a une heure. Donc, est-ce qu'il y a des questions à poser? Je vous montre moi-même si vous voulez. Alors, par là. Voilà. Voilà, j'espère que la qualité du son est meilleure maintenant. Je vous ai montré le texte. J'espère que ça vous a aidé aussi. C'est vrai que l'ajustement de l'appareil n'est pas parfait, mais bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le cours lui-même ou sur autre chose? Vous pouvez écrire ça par ici. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est que voilà, tout était clair.